Décembre est un mois dédié aux fêtes, au bilan. Au Rotary, ce mois est dédié au traitement et à la prévention des maladies. Tout au long de ce podcast, on va parler de ce secteur de santé qui nous est cher et qui affecte beaucoup de gens dans la société. Nous sommes avec un invité qui est du domaine et qui va nous apprendre beaucoup sur ce domaine. Je suis Al-Mustafa Ibrahim, trésorier du Club Rotaract de Niamey Baobab, de classification, communication, et aujourd'hui, je serai le modérateur de ce numéro de notre podcast. Sans plus tarder, je laisse notre invité se présenter. Bon, je me présenterai à vous comme étant un passionné des sciences, avec un penchant pour les sciences médicales et aussi pour les domaines de la nouvelle technologie, de la communication et de l'information. Et dans la vie, vous pouvez communément vous présenter comment? Je suis Dr Soumane Boubacar, médecin de formation. Donc, je fais de l'analyse de données statistiques. Je suis formateur médical et actuellement résident en ophtalmologie. Super. Alors, dans ce podcast, on va évidemment parler de l'importance de la prévention et du traitement et des traitements en santé. Et selon vous, pourquoi est-ce que la prévention est importante quand on parle de la santé? Je pense que la prévention, elle devrait être même plus importante que le traitement. Pourquoi? Parce que la prévention, elle agit à 3 niveaux. D'abord, elle nous empêche de tomber malade. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Elle nous empêche de retomber malade si une maladie est déjà survenue. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Okay. Et au cas où c'est une maladie, par exemple, comme le diabète, avec laquelle on doit vivre longtemps, on fait ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Maintenant, celle-ci, elle nous aide plus à vivre sainement avec la maladie, avec le moins de complications possibles et de faire en sorte que l'état ne se détériore. Okay. Pourquoi elle est plus importante, cette prévention-là? Parce que la prévention ne coûte pas grand-chose, elle ne coûte pas cher. Ce n'est pas aussi cher qu'un traitement. Voilà. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Pour moi, quand on parle de prévention, c'était plus dans le sens où, ok, tu dois prendre des précautions pour te protéger d'une certaine maladie. Mais je n'avais pas connaissance de ces 3 niveaux de prévention-là. En fait, c'est un domaine bien plus vaste. En fait, c'est parce que dans notre contexte, on n'est pas beaucoup plus axé sur la prévention. C'est vraiment ces 3 niveaux-là. Celle que les gens connaissent, c'est celle dans laquelle on ne tombe pas malade. Alors que si vous tombez malade, par exemple le paludisme, aujourd'hui vous faites le palu, mais il y a des moyens de prévention pour ne pas refaire le palu. Vous l'avez déjà fait, donc vous êtes en prévention secondaire. Exactement, oui. Voilà. Mais selon vous, toujours dans le cadre de la prévention, là, quelles seraient les meilleures pratiques à, je sais pas, à mettre dans notre quotidien pour se protéger? Non. Dans notre quotidien, en tout cas, moi je dirais, il y a déjà 2 types. Il y a les sensibilisations, ok? Donc, à travers les sensibilisations, on apprend à la population et on en avertit. En tout cas, si tu fais telle ou telle chose, tu éviteras de tomber malade. Par exemple, juste pour le sport, l'activité physique. Ceux qui font beaucoup plus d'activité physique, ils sont protégés de ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires et aussi un peu du diabète, dont l'apanage fait vraiment peur de plus en plus dans le monde. Exactement, quand on parle de sport, ouais, c'est une pratique qui est ici dans notre communauté vue pas très importante. On parle tout le temps de sensibilisation, on parle du sport comme moyen de prévention côté santé, mais jusque-là, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à assimiler ce facteur-là. On fait du sport pour se protéger et tout, mais dans notre communauté, selon vous, qu'est-ce qui empêche vraiment les gens de s'adonner au sport comme moyen de prévention contre les maladies? En tout cas, dans notre société, c'est beaucoup plus une question d'habitude. Vous voyez, quand vous partez en Occident, vous allez trouver des mamies, des octogénaires faire du sport. C'est-à-dire des gens de 80 ans ou plus. Ils font du sport. Oui. Mais ici, dès que la personne devient adulte, disons, la personne a un embonpoint, un cou gracile et tout. Vous voyez, ou bien la personne est devenue mère de famille ou bien père de famille, la personne se dit non, le sport c'est pour les jeunes. Non, le sport c'est pour rester en bonne santé, c'est pour faire bouger tout le corps. Un corps qui bouge,
ne devient pas un corps fainéant. Et un corps qui n'est pas fainéant, son métabolisme, c'est-à-dire sa façon de fonctionner, ça tourne normalement. Vous voyez. Ici, ce n'est vraiment pas une de nos habitudes. Il faudrait peut-être apprendre aux gens. Oui, exactement. Bon. J'avais vu une publicité qui parlait de sport, de prévention et tout. Alors, qu'est-ce que la dame a fait dans cette publicité? Elle avait fait sa séance de sport, elle avait commencé, donc c'était très épuisant pour elle. Et juste au bout de la séance, elle avait faim. Donc, elle avait dépensé beaucoup d'énergie, il fallait qu'elle récupère. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait après? Et c'était une pub qui sensibilise les gens à faire du sport. Elle a pris une grosse, comment on appelle les tasses là, circulaires. Il y avait beaucoup de yaourt dedans. Elle a mis de la glace. Elle a bu toute la tasse. Alors que normalement, même quand on parle de sport, je sais pas, c'est une idée que je me fais. Par exemple, moi, quand je fais du sport, je sais que après, je suis très fatigué, mais quand même, j'évite de manger beaucoup et manger de n'importe quoi. J'essaie de surveiller ce que je mange pour pas, je sais pas, est-ce que ce qu'on mange après le sport, est-ce que ça nuit à cette activité qu'on a fait? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en médecine de sport, vous voyez, les médecins sportifs, ce qu'ils conseillent le plus à nos footballeurs, nos basketteurs et tout, il y a plusieurs types de rations qu'ils font. Vous voyez, il y a certaines rations, quand tu les prends, c'est pour aller dépenser de l'énergie. Maintenant, d'accord, tu as dépensé de l'énergie, tu as fait du sport et tout. Mais ton corps, c'est vrai que tu as brûlé de l'énergie, mais c'est pas pour autant qu'il a besoin de renflouer tout ce que tu as dépensé. Oui, exactement. Non, c'est plutôt s'hydrater pour aider le corps à éliminer les déchets. Mais toujours restons dans le contexte de la prévention. Quand on parle dans le secteur rural, nos confrères qui sont dans ces régions n'ont pas forcément connaissance de ces moyens de prévention. Donc, des fois, ils sont directement mis face à ces maladies-là. Et c'est très difficile pour eux de mettre en place ce système de prévention. Mais selon vous, quels sont les obstacles? Parce que j'avais des frères qui ont fait de la santé et à un moment donné de leur cursus, j'ai remarqué que eux tous ils partaient en bourse faire leur stage. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité et c'est quoi l'objectif visé dans cette méthodologie-là. Est-ce que c'est pour sensibiliser ou bien pour accompagner nos frères qui sont dans ces zones reculées-là? Quel est l'apport qui est fait à leur niveau? Non. Pour rebondir d'abord sur l'exemple que vous avez pris avec vos frères avant de répondre à la question. En fait, avant, dans notre cursus de médecine, il y a ce qu'on appelle le stage rural. Stage rural, exactement, voilà. C'était ça, oui. Le stage rural, c'est une immersion qu'on fait aux étudiants pour qu'ils aillent à l'intérieur du pays rencontrer directement les populations, les patients. Vous savez, ces mêmes patients, c'est eux qui finissent par revenir à Niamey quand les choses déraillent. Vous voyez? Mais on leur donne la possibilité à eux, ces apprenants, en 6e année par exemple, c'est qu'ils ont déjà fini avec la généralité. Okay. Vous voyez? Donc, ils partent à l'encontre de la population. Ils seront utiles à la population, mais eux-mêmes, cela leur est utile parce qu'ils vont apprendre. Exactement. C'est gagnant-gagnant. Oui. Vous voyez? Maintenant, pour répondre à votre question, l'obstacle là, qui fait que nos populations rurales ne bénéficient pas vraiment d'une bonne couverture sanitaire, disons par exemple, c'est à 3 niveaux. Déjà, il n'y a pas assez de centres de santé. Vous voyez, quand je dis centre de santé, ça implique tout ce qui est clinique, cabinet de soins, case de santé, CSI et tout. Il n'y a pas assez de centres de santé. Par exemple, si à Niamey, la couverture sanitaire est de 100%, vous verrez qu'à l'intérieur du pays, dans certains départements, on a à peine 40% de couverture sanitaire. Il y en a qui sont obligés de marcher des kilomètres pour avoir un centre de santé. Pour avoir un centre de santé. Ça, c'est de 1. De 2, il n'y a pas assez d'équipements. Ces centres de santé qui existent déjà, par exemple, on a 15 000 villages au Niger, hein, mais vous savez que c'est pas... C'est énorme. Il n'y a pas 15 000 cases de santé. Non. Il n'y a pas 15 000 centres de santé. Donc, c'est sous-équipé déjà. Ça me rappelle une anecdote. Il fut un moment où un de mes amis, quand il était parti faire son volontariat au milieu rural, donc une situation s'est présentée à eux. Il y avait un patient qui était encombré, il faisait une détresse respiratoire. Donc, la seule molécule qui avait
de disponible pour le sauver, c'était de la dexaméthasone à lui faire en voie injectable. Mais il n'y avait pas de seringue. Wow. Il a fallu qu'on dépêche quelqu'un qui a une moto pour aller dans le village voisin, au CSI voisin, chercher la seringue pour l'amener, pour faire. Imaginez à quel point certains centres de santé sont sous-équipés. Exactement. Ça, c'est de deux. De trois, nous-mêmes, les professionnels de la santé, après, on n'aime pas s'établir dans le milieu rural. On est tous concentrés à Niamey. À Niamey, oui. Tous. Quand, par exemple, un patient qui vient de ces zones reculées, qui est atteint déjà d'une maladie qui a un stade avancé, on se dit que ce patient-là n'a pas eu la première étape qui était celle de la prévention. Et même côté traitement, il n'a pas eu les méthodes adéquates à adapter pour ne pas souffrir de sa maladie et prendre les mesures qu'il faut. Maintenant, pensez-vous, est-ce que ces jeunes-là qui sont dans les régions rurales, est-ce qu'ils comprennent l'importance des dépistages qu'il faut faire pour certaines maladies afin de comprendre exactement de quoi elles souffrent pour se prévenir? Non. En fait, beaucoup de jeunes ne comprennent pas l'importance du dépistage. Pour certains, dépistage, on ne sait même pas ce que c'est. Pour certains, la maladie, on attend quand ça vient, on la guérit. Ils ne savent pas qu'on peut la prévenir. Vous voyez? Et ces mêmes jeunes, certains, vous allez les approcher, ils vont vous dire non. Laissez-nous vivre, profiter de la vie. Alors qu'il est souffrant. Voilà. Ou bien la personne tu sais pertinemment que la personne est en train de faire un truc qui va nuire à sa santé par après. La personne va te dire non, laisse-moi profiter de ma jeunesse. On doit bien mourir de quelque chose. Voilà bien une phrase qui m'offusque à chaque fois que je l'entends. Parce que je me dis que la personne ne se rend pas compte qu'il vaut mieux prévenir la survenue de certaines maladies plutôt que de les guérir. Prenons l'exemple d'un jeune qui fume. Ok? Quelqu'un qui fume, c'est 2 à 3 paquets de cigarettes par jour pendant 10, 20 ans. Mais celui-ci, il ne se rend pas compte qu'il est en train de doter, c'est-à-dire de s'auto-amputer 10 à 20 ans de vie. Par exemple, si ça aurait été toi qui ne fume pas, il pourrait vivre jusqu'à son 10 ans, 80 ans sans problème. Mais du fait qu'il ait fumé pendant sa jeunesse, il a réduit son système immunitaire. Et tout. Du coup, arrivé à la cinquantaine, deux fois beaucoup plus précocement, à la cinquantaine, soixantaine, la personne se retrouve avec un cancer du poumon qui ampute ses chances de vivre jusqu'à 70, 80 ans. Vous voyez, les jeunes n'en ont pas forcément conscience. Et c'est là où les 3C interviennent, les 6CC, les communications pour les changements de comportement. D'ailleurs, beaucoup d'ONG et il y a beaucoup d'initiatives qui abordent ce concept-là. Ils partent dans le milieu rural, ils disent aux gens, faut pas faire ci ou bien telle habitude que vous avez. Faut l'arrêter parce que par après, ça va vous nuire. C'est ça la communication pour changer de comportement. C'est. Exactement. C'est beaucoup plus cette approche qu'il faut pour les jeunes. C'est vrai nos jeunes sont têtus. Beaucoup. Mais il faut insister aussi. Ce qui va nous amener sur un autre plateau technique, on a ces patients-là, on a de l'autre côté vous qui vous êtes engagés pour soigner ces patients, mais on a aussi un autre troisième volet qui concerne les acteurs communautaires, d'où les associations dont vous avez parlé. Et par exemple, le Rotary, on sait que c'est une association qui est internationale, qui a plus de 46 000 clubs mondialement, et tous ces clubs-là, œuvrent dans des axes stratégiques, notamment le secteur de la santé. C'est des sensibilisations qui sont faites, c'est des formations, c'est des dons qui sont faits aux hôpitaux pour prévenir, par exemple pour la polio, le Rotary à la base de l'éradication de cette maladie à plus de 99%. Et c'est l'un des domaines dont nous sommes le plus fiers au Rotary. Maintenant, est-ce que à part ces associations-là, comment pensez-vous que les autres acteurs communautaires peuvent réagir pour améliorer ce domaine de la santé? Cette prévention? Oui. Bon, en tout cas, je pense qu'il faut mieux faire des préventions ciblées. C'est ce que j'appelle des préventions ciblées. C'est vrai qu'on voit pas mal d'acteurs, des associations de jeunes, des ONG ou même des associations internationales comme le Rotary Club mener des campagnes de sensibilisation à l'intérieur de la ville
auprès des jeunes. Récemment même, il y avait eu une marche pour sensibiliser contre le diabète, je pense bien. Exactement. Voilà. Bon, ça c'est en ville. Vous voyez, et en ville, ce genre d'actions sont les bienvenues. Parce que le citadin, lui, il gagne à être sensibilisé sur les dangers que lui font courir la sédentarité, le fait de ne pas bouger, de ne pas faire d'activité physique. Exactement. En ville, vous avez les restos, il y a les burgers, les shawarma, à gauche, à droite, les frites. Là, aujourd'hui, si vous sortez la nuit pour chercher à manger, 90% des cas, vous allez tomber sur quelqu'un qui vend des frites. Exactement. Vous voyez, les jeunes, ou bien la population en ville, on gagne beaucoup plus à la sensibiliser sur son mode de vie. Ou bien ces jeunes qui ont accès à la drogue, à d'autres types de boissons récréatives, vous voyez. En ville, quand vous les sensibilisez là-dessus, vous aurez plus d'impact. Alors que dans le milieu rural, leur réalité, elle est différente. Dans le milieu rural, vous allez trouver quelqu'un, lui, il est en train de faire, par exemple, sa diarrhée. Non, il va aller prendre pipi de vache pour boire. Pour Ok. Non, mais sérieusement, c'est des choses qui se font. Ce sont des pratiques qui se font. Donc, quand tu parles dans le milieu rural, tu viens, tu dis, un tel, bon, faut faire du sport, mais celui qui est dans le milieu rural, il fait déjà des activités physiques. Oui, exactement. Beaucoup d'activités physiques. Tu lui dis, faut faire du sport pour ne pas avoir le diabète. Non, mais ça, c'est pas son affaire, lui. Tu gagnerais beaucoup plus en lui disant, faut pas faire telle ou telle pratique. Rien qu'avant-hier, j'en ai vu, quand ils avaient des soucis oculaires au niveau des yeux. Donc, c'est une certaine substance qu'on leur mettait dans les yeux, soi-disant pour pouvoir guérir cette maladie. Mais je vous assure, ces gens-là nous viennent à un stade évolué de la maladie où ils ne peuvent plus recouvrir la vie qu'ils ont perdue. C'est malheureux. Beaucoup. Nos gens dans le milieu rural, c'est mieux de faire une prévention, des campagnes de sensibilisation pour qu'ils préviennent en agissant sur certaines de leurs habitudes. Donc, vous suggérez plus des apports de ces actionnaires communautaires-là, on va dire qu'ils sont plus ciblés au niveau des zones rurales. Par exemple, on a beaucoup qui font, quand on voyage, on voit beaucoup de puits de forage qui sont faits, et on va voir don de un tel et tout. Mais j'ai fait quelques villages récemment, et ce que j'ai remarqué, il y a des villageois, quand même, ils ont ces aides-là, ils ont des forages, ils ont de l'eau potable, mais beaucoup préfèrent rester dans leur zone éloignée, dans leurs habitudes qui sont un peu archaïques, on va dire. Parce que l'un des exemples qu'un de nos profs nous a donné, c'est que les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? On leur a fait un forage et elles ne voulaient pas aller à ce forage parce qu'il était proche du village. Elles préfèrent aller très loin à un puits qui est reculé. Et leur seule excuse, c'était quoi? Elles n'avaient pas de temps pour elles, pour discuter entre elles, quand elles partent au forage qui est à côté du village. Mais quand c'est éloigné, elles discutent entre elles, elles papotent et tout. Mais quand même, je me dis que si on mettait le côté de la santé en avant, si elles avaient été plus sensibilisées sur les dangers que ce puits qui est éloigné et le danger auquel elles s'exposent en matière de santé, plutôt que ce forage qui n'est pas forcément, on va dire, à 100% sanitaire, mais quand même qui améliore déjà les conditions dans lesquelles elles consomment cette eau-là. Si elles avaient plus cette sensibilisation qui, comme vous le dites, est bien ciblée, elles allaient mettre plus en avant, certes, le fait que la santé est mieux que le temps qu'on passe ensemble à discuter entre nous. J'aimerais que vous nous partagiez certaines de vos expériences et des messages clés. Est-ce que vous avez une expérience personnelle ou un témoignage à partager qui illustre l'importance? On va encore revenir sur la prévention. Oui, bon, les deux types. Personnellement, par exemple. OK. Personnellement, je suis citadin. Il fut une période de ma vie durant laquelle je faisais vraiment ce qu'on appelle de la malbouffe. Je pense qu'on en fait tous actuellement. Voilà, c'était de la malbouffe. À chaque fois, ce sont les frites, les shawarma, bon, les sandwichs et tout. Oui. Mais figurez-vous que quelques mois après, j'ai fait ce qu'on appelle une carence en calcium.
une hypocalcémie, et une carence en fer qui m'a donné une anémie. Ok. Pourquoi? Parce que j'évitais ces sauces noires-là qu'on n'aime pas. Alors que ces sauces noires-là qu'on n'aime pas, elles sont riches en fer, elles sont riches en calcium. Mais j'en ai retenu la leçon quand même. Oui. Est-ce que vous les consommez actuellement? Oui, je les consomme actuellement. Oui. D'ailleurs, la preuve, je n'en ai plus fait d'hypocalcémie. J'ai plus de carence en fer. Ça, c'est de la prévention secondaire. Exactement. Ouais. Okay. Mais maintenant, ça va m'éviter de tomber encore dans ces carences-là. Et beaucoup, ils sont dans ce même ordre d'idée. C'est-à-dire, c'est quand ils viennent à l'hôpital, on leur pose la question, mais attends, vous manquez de calcium dans le corps, par exemple, c'est juste un exemple, mais peut-être que vous ne prenez pas assez de lait, peut-être que vous ne prenez pas assez de tel ou tel aliment. Et c'est comme ça qu'on les découvre pour la plupart. Okay. Ouais, moi, ça, c'est vraiment une expérience personnelle. Mais est-ce que, après avoir découvert cet aspect-là, est-ce que vous continuez quand même à manger ces frites, ces shawarma, cette malbouffe-là? Oui, je continue à les manger, mais quand même, il y a les activités physiques que j'abandonne pas. Ok, voilà. Donc vous compensez avec... C'est pas plus dans une logique de compenser, mais il faut qu'on arrive à un point où on se dit que l'activité physique, c'est comme, par exemple, vous savez que par jour, on doit manger. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Il faudrait qu'on arrive à intégrer ça dans nos habitudes. Se dire qu'il me faut faire une activité physique pour rester en forme, pour prévenir ces maladies cardiovasculaires qui nous guettent. Okay. Vous voyez, par exemple, moi, depuis cet épisode, mais il y a une catégorie d'aliments que j'avais décidé d'écarter, mais que je n'écarte plus. Maintenant, je les mange. Pourquoi? Parce que je sais que je ne veux pas retomber malade. Vous voyez, il y a un autre cas. Lui, il avait un ulcère gastrique, estomac. Oui. Que les gens appellent couramment estomac. C'est vrai, on a tous un estomac. Ce n'est pas le nom de la maladie. Donc, lui, quand on lui a institué un traitement, on lui a dit, bon, voilà, on lui a donné une hygiène de vie à respecter. Il ne faut plus faire ci, il faut manger ci, il faut éviter de manger ça. Mais je vous assure, il est guéri de son ulcère. Wow. Beaucoup, jusqu'à présent, pensent qu'on ne peut pas guérir l'ulcère gastro-duodénal. Alors qu'on peut le guérir. Lui, il en est guéri. Pourquoi? Parce que il a eu peur, déjà. Il a traité et il a adopté les mesures hygiéno-diététiques qui lui ont été prescrites. Et jusqu'à présent, ça fait quand même plus de 10 ans. Il n'a pas de jusqu'à présent, c'est devenu une ancienne histoire. Oui. Peut-être qu'on devrait ajouter la peur comme 4 mois de prévention. Oui, quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'un ulcère, ça peut perforer l'estomac. Je crois bien que récemment même, il y a eu au niveau du congrès de la Société nigérienne d'hépatogastro-entérologie un cas qui a été présenté. Ce cas, c'était quoi? Le monsieur, il prenait régulièrement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je crois que c'est Gbdol. Je crois bien que même si on sort ici à côté, on va trouver un boutiquier qui en vend. Donc, il prenait ça de façon excessive. Or, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça agresse l'estomac. Okay. Et ça favorise l'ulcère. Lui, ça a tellement agressé son estomac, ça a creusé son estomac jusqu'à ça l'a perforé. Ça a troué ça. Wow. Et ça, c'est un cas d'ici. C'est-à-dire, c'est même pas dans les livres, non. C'est un cas concret qui est là. Et ils sont nombreux à avoir ce genre d'habitudes qui sont préjudiciables pour leur santé, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est lorsque la conséquence survient, comme beaucoup aiment le dire, c'est conséquences qui conseillent. Qui conseillent, exactement. En tout cas, moi, je pense que la médecine préventive doit être mise en avant. Pourquoi? Parce que dans d'autres sociétés, vous voyez, pourquoi ils sont en train d'insister sur la médecine préventive? Parce qu'ils ont compris que la médecine curative, ça coûte. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la santé. L'économie de la santé, je prends juste un exemple. Si toi, tu gagnes 200 000 francs par mois, ok? Mais ce que tu fais gagner à ton entreprise, c'est plus que ça. C'est plus que ça. N'est-ce pas? Mais le jour où tu tombes malade, combien l'entreprise va mettre? Donc, c'est un manque à gagner pour l'entreprise déjà. L'entreprise, du fait qu'elle ne gagne pas, ok? Le manque à gagner là, que tu as créé, mais ça impacte
sur ses revenus mensuels. On est d'accord? Oui. OK. Ces mêmes revenus mensuels, les impôts qu'elle est censée verser à l'État, c'est sur la base de ses revenus. Ça soustrait un peu dedans, De là. n'est-ce pas? C'est une suite logique. Et Exactement. quand tu prends ça à plus grande échelle, quand on doit faire le coût, ce que ça coûte de traiter les gens, ou bien du fait qu'ils sont malades, ils n'arrivent plus à travailler, beaucoup de sociétés sont arrivées à un niveau où ils calculent ça pour voir. Et là, ils se sont rendus compte que c'est mieux de prévenir plutôt que de traiter. Vous voyez? Un autre exemple, c'est un monsieur qui avait ce qu'on appelle un prédiabète. Vous savez, il y a le diabète, c'est vrai, mais il y a le stade de prédiabète, OK. que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas ce stade de prédiabète-là. C'est quand tu n'atteins pas les valeurs qui définissent le diabète. Bon, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, ok? Mais quand on prend ta glycémie, il y a une valeur. Quand tu l'as, même à jeune, on sait que c'est un prédiabète. Mais lui, depuis il a su qu'il avait un prédiabète, pour ne pas être diabétique, oui. il s'est mis à faire du sport, comme un fou. Du sport. Et figurez-vous, depuis qu'il a perdu quelques kilos, la graisse, l'obésité abdominale qu'il avait, mais ses chiffres glycémiques sont revenus à la normale. Et ce monsieur-là, il sait maintenant désormais comment se protéger contre la survenue du diabète, en tout cas à son niveau. Et il va bien conseiller les gens. Oui. Mais est-ce que si ce monsieur-là, par exemple, il se dit que, OK, j'ai fait du sport comme un malade, maintenant je suis plus au bord de cette maladie-là, est-ce que s'il arrête, il se remet dans les mêmes conditions pour favoriser cette maladie-là? Oui, parce que c'est déjà un terrain prédisposé. C'est pour cela, quand on donne des conseils aux patients, on leur dit, attention, c'est pas parce que maintenant tu es guéri, ta glycémie elle est redevenue à la normale qu'il faut abandonner cette habitude que tu as prise. Non. Exactement. Il faut continuer parce que le corps, si par exemple il arrête et qu'il bascule dans ses mauvaises vieilles habitudes, mais ça va encore revenir. Les conditions sont favorables. Les conditions sont favorables pour encore revenir. Et c'est ça la prévention. La prévention, on la fait pas juste de façon ponctuelle. Non, on la fait tous les jours. Rien que par exemple le palu. Pourquoi jusqu'à présent, selon vous, on continue à sensibiliser sur le paludisme? Jusqu'à présent, ça fait des années, depuis des années, c'est toujours moustiquaire imprégné, faut fuir les moustiques, faut faire ci. Mais selon vous, pourquoi jusqu'à présent? Je dirais que principalement parce que c'est l'environnement qui est favorable à cette maladie. Voilà. Oui, l'environnement est favorable à cette maladie, mais aussi si vous regardez les statistiques sanitaires au 31 décembre 2024, le paludisme grave sur nos 8 régions. Donc, on a 8 régions. Donc, 7 régions sur 8, la première cause de morbidité et de mortalité, c'est le paludisme. Sur les 8, 7. Oui, on a 8 régions. Mais les 7, quand on fait les statistiques, si on fait les 10 principales causes de mortalité qui font que les patients décèdent, le paludisme grave vient en tête. Mais qu'est-ce qui explique cela? Parce que non seulement, comme vous l'avez dit, on est en zone endémique. Pour ainsi dire, pour le moment, on ne peut pas éliminer le paludisme. Ce sont plus nos habitudes qui nous y conduisent. Exactement. On est là, bon, par exemple, les jeunes, tout le temps à la fada, mais en fait, on ne devrait pas être surpris qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. On ne devrait pas être surpris quand on dit qu'ils ont le palu, et ainsi de suite. Là, maintenant, quand vous regardez, il n'y a que 2 fois lorsque la personne, par exemple, les femmes, 2 fois, c'est juste après la naissance seulement, quand on insiste à l'hôpital ou à la maternité pour leur dire qu'il faut dormir sous moustiquaire pour ne pas que le palu emporte votre enfant. C'est à ce moment-là qu'ils dorment sous moustiquaire. Mais si ce n'est ça, s'il n'y a pas un truc qui les y contraint, non, on a banalisé ça. Mais alors que ça continue à faire des ravages, ça continue, ça contribue au décès de plusieurs patients. Est-ce que vous avez, je sais pas, je serais curieux de savoir quelle est cette région qui, sur les 8, on va pas dire qu'elle est épargnée, mais qui n'est pas, je sais pas. C'est Niamey. Elle n'est pas épargnée, en fait, parce que le paludisme grave est venu en 2e position. Ok.
En première position, c'était plus les accidents. Ah oui. C'est plus une zone urbaine et Oui. ça s'explique. C'était beaucoup plus les accidents. Vous voyez, par exemple, mais quand même, sur les 8 régions, les 5 principales causes, vous allez trouver de morbidité, par exemple, de survenue d'une maladie, vous allez trouver la diarrhée sur toutes nos régions. Dans les 10, non, les 5 premières, il y aura la diarrhée qui se figure. Pourquoi? Parce qu'on a des mauvaises habitudes. Ah. Les habitudes reviennent aussi. Les habitudes reviennent. C'est pour cela la prévention, c'est quelque chose de toujours. On ne devrait pas voir ça plutôt comme un fardeau, non? Par exemple, j'ai fait une carence, vous voyez, mais maintenant c'est ancré dans ma tête. Il faut pas que je m'éloigne trop de ces aliments-là qui vont me faire d'importants apports en calcium ou en fer. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est que ce côté sport-là que je dois maximiser ou bien ça englobe toutes ces habitudes qu'on a au quotidien qu'on devrait revoir pour, même si le sport améliore un côté de la santé, quelles sont les autres activités que je dois mettre dans mon quotidien et quelles sont celles que je dois changer pour impacter positivement la santé? Oui. Il n'y a pas que le sport il n'y a pas que l'activité physique pour prévenir les maladies. Il y a non seulement les habitudes alimentaires, il y a le sommeil aussi, ça revient. Il y a nos hygiènes de vie, c'est beaucoup plus. Tout est concentré au niveau des 3 là. La nutrition, les activités physiques, le sommeil. En dehors de ça, il y a aussi l'environnement. Aujourd'hui, partout ailleurs au monde, vous allez entendre parler d'un nouveau concept, le One Health. One Health, ok. Oui, le One Health, c'est pour dire une seule santé. C'est pour dire que notre environnement, ça conditionne notre santé. Si vous habitez dans un quartier dans lequel il y a tout le temps des eaux usées, il y aura tout le temps des larves de moustiques. Donc, forcément, vous allez avoir ce paludisme-là. Ou bien, à cause de ces eaux usées-là, les mouches, elles partent sur ces eaux usées, elles viennent déposer sur votre nourriture. Bon, bonjour la gastro-entérite. Vous voyez? Ça, c'est un exemple de One Health. Cet environnement-là, il conditionne que vous soyez en bonne santé ou pas. D'ailleurs, il y a une nouvelle spécialité qui a vu le jour il y a 5 ans, qu'on appelle la napsothérapie. Napsothérapie. C'est une médecin nutritionniste qui a sorti ça. La napsothérapie, le N, c'est pour la nutrition. AP, c'est pour l'activité physique. Le SO, c'est pour le sommeil. Parce que le manque de sommeil, ça crée énormément de maladies. Beaucoup de types de maladies. Vous voyez? Donc, la napsothérapie, c'est une formation de 9 mois, je pense. Mais les napsothérapeutes, ils ont pris cette approche. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces 3 composantes-là, forcément, si vous maîtrisez ces 3 composantes, cela va vous épargner énormément de maladies. D'accord. Énormément. Et qui ne tombe pas malade ne dépense pas en soins. En tout cas, c'est une certaine économie aussi. Oui. Vous avez parlé d'économie. C'était quoi le terme? Économie de la santé. De la santé, exactement. Oui. Pour revenir à ces acteurs communautaires, je fais partie d'un club Rotaract et nous avons initié ce podcast-là pour vulgariser ce genre de messages, d'informations et de pratiques pour améliorer, je dirais, les conditions de vie de tout un chacun. Et pour ce décembre-là, on a beaucoup d'activités qui sont mises en place et je pense que ce serait un plus qu'on voit cet aspect de napsothérapie-là pour voir comment le mettre dans notre programme. Parce que les clubs Rotaract aussi, ce qu'ils font, c'est, mis à part les axes stratégiques qu'on a, c'est voir dans la communauté qu'est-ce qu'on peut améliorer autour de nous. Parce que le Rotary, c'est d'abord l'aide humanitaire, mais c'est aussi la camaraderie entre nous-mêmes. Donc, on essaie de voir entre nous comment impacter notre société, notre entourage le plus proche, mais aussi ceux qui sont éloignés. C'est pourquoi on a parlé de l'aspect rural. Et c'est très important surtout de maximiser sur nos proches qui sont là. C'est pourquoi on appelle beaucoup à la sensibilisation, à essayer de faire en sorte que les gens comprennent ces associations-là, elles vont dans quel sens. Malheureusement, beaucoup parlent de secte quand on parle de Rotary, alors que pour comprendre la chose, il faut d'abord s'approcher, comprendre ce que les gens font et voir si ça cadre avec vos valeurs et ce que ça peut vous apporter.
Je vais vous inviter à nous rejoindre. On fait beaucoup de réunions où on planifie nos activités et on a votre contact, on va vous contacter pour vous proposer. Si vous êtes libre, vous allez assister peut-être si vous le voulez bien. Sur ce, je vous remercie et au plaisir de vous avoir parmi nous prochainement. Je vous remercie Merci beaucoup. également. Merci bien.